Personnellement, j'ai pas l'impression réellement de travailler, alors que je fais des heures en pagaille. Mais en fait, c'est vrai qu'on a peur de la fiscalité en France. Après, moi, ça me fait pas peur. J'aime bien l'optimiser. Et tu as eu la chance de rater tes études. Non, je rigole. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast des entrepreneurs investisseurs pour un nouvel épisode, deuxième épisode de la chaîne. Merci à tous ceux qui ont partagé, liké, commenté la première vidéo, donc avec Didier et Dominique qui nous ont partagé leur expérience d'investisseurs, d'investisseuses, d'entrepreneurs et tout ce qu'ils sont en train de créer et leur parcours qui est passionnant et qui s'est adapté au fur et à mesure de leur vie. Donc merci à tous ceux qui ont liké, partagé, voilà, on est en lancement de chaîne, donc merci à tous ceux qui participent au développement de la communauté et de la communication sur cette nouvelle chaîne. Désolé, je vous coupe quelques secondes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Robin Aldin et je dirige la société Projet Locatif qui propose des investissements immobiliers rentables sur toute la France. Nos 80 conseillers qui sont tous des multi-investisseurs passionnés sont répartis sur tout le territoire et ont déjà réalisé plus de 1300 opérations rentables pour nos clients. Que vous souhaitiez acheter ou vendre votre bien locatif, notre équipe spécialisée peut vous aider. Le lien est en description. Et bon retour à la vidéo et bon podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un nouvel invité que je connais très bien, qui est un copain, et donc je lui ai proposé de participer à ce deuxième épisode. J'avais vraiment envie de l'inviter puisqu'il a vraiment un parcours hyper intéressant, très riche en investissement immobilier, mais également en entrepreneuriat. Et donc j'ai le plaisir de vous présenter Mathieu Langlois. Mathieu, bienvenue. Merci beaucoup Robin pour l'invitation. Écoute, avec grand plaisir. Je voulais t'inviter parce que franchement, on se connaît depuis un bon petit moment. Je suis tout ce que tu fais et je me suis dit, il faut vraiment que tu viennes partager ta vision, ton parcours, tout ce que tu as fait à titre personnel, tout ce que tu as fait aussi en collaboration, parce qu'on a développé une petite collaboration avec Projet Locatif qui a été alors plus que fructueuse. J'ai été assez surpris des résultats que tu as réussi à obtenir pour d'anciens clients, pour leur faire gagner énormément d'argent. Bon, on va en parler. Donc dans ce podcast, il va y avoir plusieurs parties. Mathieu a une belle expérience d'investisseur et d'entrepreneur sur différents aspects. Donc il va nous partager sur la première partie son parcours d'investisseur qui a réussi, puisqu'aujourd'hui Mathieu a la capacité de vivre de ses revenus locatifs. Donc c'est assez exceptionnel. On voit beaucoup sur internet de pseudo-investisseurs qui vantent la liberté financière, et souvent c'est assez fake parce que quand on fait du crédit, effectivement, c'est pas avec le cash flow qu'on arrive à vivre de l'immobilier. Donc Mathieu a développé une stratégie très différente de celle qu'on peut trouver sur les réseaux et qui a très bien fonctionné pour lui, qui lui a permis d'être libre financièrement, libre mentalement, libre d'entreprendre, après aussi avec des entreprises qui sont très bien fonctionnelles et qui fonctionnent très bien, bien sûr. Et également, on va parler bien sûr du crédit immobilier aussi, parce qu'il y a tout un domaine de compétences vraiment spécifique sur le crédit immobilier. On va en parler sur la renégociation, sur le rachat soi-même, comment arbitrer son patrimoine aussi, parce que Mathieu accompagne énormément de clients dans l'arbitrage de leur patrimoine aussi, fait de la gestion de patrimoine. Il y a des stratégies plutôt avancées, justement, quand on se pose des questions, à quel moment arbitrer, à quel moment revendre, est-ce qu'on se revend à soi-même, est-ce qu'il y a des stratégies fiscales qui nous permettent justement d'arriver à optimiser un petit peu tout ça. Et tu m'as parlé d'une solution qui est hyper intéressante, entre autres, parmi toutes celles que tu pourras nous partager. Et donc, il y a beaucoup de sujets, mais c'est pour vous faire un petit portrait un petit peu de ce qui va être abordé dans cette vidéo. Mathieu, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravi de t'accueillir. Pas chez moi, mais à la cachette. À la cachette. Donc encore une fois, merci pour ton invitation. Si je dois démarrer par la présentation comme tu l'as évoqué. Avec plaisir. En quelques mots, donc moi j'ai 36 ans, je suis à mon compte depuis que j'ai 23 ans. J'ai un parcours effectivement, comme tu l'as dit, un petit peu atypique. C'est-à-dire que je n'ai jamais été féru d'école, d'études ou quoi que ce soit. J'ai réussi tant bien que mal à obtenir un bac plus 3. Les 3 années, je les ai fait en alternance dans une structure où j'ai commencé à l'âge de 18 ans, juste après mon bac. Une structure qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, parce que j'étais commercial dans tout ce qui touchait à la rénovation, notamment les menuiseries et l'isolation. C'était du commercial en B2C, donc vraiment à la dure, surtout comme ça se faisait à l'époque. C'est-à-dire qu'il fallait à la fois prospecter son client et exploiter le rendez-vous et fidéliser le client derrière.
Et donc, quand je dis prospecter, c'était les méthodes qu'on retrouve encore un petit peu aujourd'hui, mais beaucoup moins qu'il y a 15 ans. À savoir, on passait des journées entières à faire du phoning dans des pages d'annuaires pour Ah aller ouais, dégoter des clients. ah, c'est chaud. Quand on avait la chance qu'il y ait un rayon de soleil, on partait en porte-à-porte. Et quand on était sûr qu'il fasse beau toute une matinée, on allait sur des marchés pour présenter nos produits. Donc voilà, donc ça a Ça été forge. une expérience qui a été pour moi, et c'est d'ailleurs grâce à cette expérience acquise en amont que je pense j'en suis là aujourd'hui. Ouais, Ça a été très, très, très formateur. Ça a été vraiment des heures de travail. Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs dans ces métiers-là. Et d'accord. quand on a réussi à vraiment à passer au-dessus de tous ces échecs-là et à commencer à avoir du résultat, ben, c'est comme ça qu'on arrive à se forger un caractère. Et donc, j'ai passé ben, de mes 18 à mes 20 ans, quasiment 21 ans, mes 3 années scolaires en alternance au sein de cette entreprise-là D'accord. où ben, j'ai vraiment eu des résultats qui étaient plutôt pertinents. Et d'ailleurs, cette pertinence de résultats m'a même permis, à l'issue de ma licence, d'obtenir directement au sein de cette même structure le poste de responsable commercial. Donc, j'ai Ah été oui, très vite effectivement. lâché dans la nature avec de vraies responsabilités. Ça restait une petite structure locale, donc on n'avait pas toutes les équipes autour pour former. Ok, J'avais fait mes preuves sur la partie commerciale, mais là, on me demandait d'en faire sur du management, qui est pour moi un métier complètement différent. bien sûr. Et donc, j'ai été lâché dans le grand bain, bah, un petit peu comme 3 ans auparavant dans le métier de commercial. Et donc, des fois, c'est pas mal aussi d'être lâché dans le grand bain Oui, parce que ça nous on force apprend à sur le tas, hein. réfléchir, ça nous force exactement Quand on à... est en difficulté, on développe des compétences. Exactement. C'est en se mettant en difficulté, tant qu'on reste dans sa zone de confort, ben Mm, mm. finalement, on développe pas trop. Nos sens ne sont pas en éveil. Exactement. Et c'est quand on est en difficulté et tu as eu la Mm. chance de rater tes études, non, je rigole, de ne pas Non, faire mais beaucoup ouais, d'études. je les ai pas ratés, mais Je je peux te dire plaisante, que mais je les ai pas optimisés, ça c'est sûr. exactement. Mais en fait, c'est plutôt un côté positif puisque tu en as tiré une force. Ouais. Tu n'avais pas d'autre choix que de Mm. réussir, de trouver des solutions, développer des nouvelles compétences puisque tu n'avais pas le papier, Oui, fameux diplôme qui exactement. donne accès à des places de Ouais. cadre dans le magnifique monde du salariat. Ouais, ouais. Et donc, tu as été basculé dans le monde de l'entrepreneuriat, les déchets, enfin ce qui reste, Ouais, quoi. ouais. Non, mais Ouais, le c'est... maître commercial, on sait que en général, dans ces postes-là, les personnes tenaient entre 4 et 6 mois, hein, parce que c'était Ah ouais, extrêmement dur. On avait une pression très forte. On avait un briefing tous les matins avec le compte rendu de ce qui s'était passé la veille, à savoir le nombre d'appels clients, le nombre de décrochés clients, le nombre de contacts d'accord. pris, le nombre de rendez-vous. Ah ouais. Et voilà, donc ça a été franchement extrêmement formateur, extrêmement dur, mais je ne regrette bien évidemment absolument rien, quoi. Et Et oui, d'ailleurs, si toutefois les formateurs que j'ai eu à cette époque-là me voient sur une vidéo, ben, j'en profite pour les remercier parce que même si c'était ouais, pas c'est top. toujours super, Ouais. c'est aussi en partie grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui, quoi. Ben, ça forge, ça forme, et il faut en passer par là. Donc Mm, c'est plutôt positif d'en passer par des moments difficiles. mm, On mm. en tire après des choses et des Exactement. compétences positives. Et souvent, je le vois, ceux qui ont fait beaucoup d'études ben, sont beaucoup plus formatés pour un cursus de salariat. Alors, c'est pas pour dénigrer, parce que sur cette chaîne, c'est vrai qu'on va parler beaucoup d'entrepreneuriat et l'avantage aussi de créer des entreprises, d'investir, mais c'est pas pour dénigrer le Ah non, monde non, du ben, pas du salariat tout. qui est aussi à ses avantages et correspond aussi à certaines personnalités. Mais c'est pour dire que, par expérience, tous les clients, nous, qu'on a eu avec Projet Locatif, qui ont beaucoup de formations comme ça, avec beaucoup de diplômes, ingénieurs, etc., ils ont un peu de mal à prendre du risque, Mm. parce qu'ils ont eu l'habitude de tout maîtriser. Et donc, ils ont cette peur qui leur a été créée dans l'inconnu. Mm. Et donc, quand on a été un peu moins formaté, on a un petit peu moins de difficultés finalement à se lancer et à entreprendre. Enfin, c'est ce que j'ai pu constater dans mes relations. Et donc, finalement, on fait d'un inconvénient une force et un avantage. Et donc voilà, on dit on part pas tous avec le même bagage, mais finalement, si on part avec un petit bagage, mais finalement, on n'a pas que d'autre choix que de réussir et on peut du coup avoir beaucoup plus d'énergie et d'entrain à vouloir réussir. Exactement. Et donc toi, c'est la preuve concrète finalement que ça t'a servi pour la suite de ton parcours parce que Exactement. bah, il a du coup bien évolué depuis quoi. Ah oui, oui, du coup, à l'issue de ces 3 années-là d'alternance, du coup, j'ai accepté bien évidemment ce poste de responsable commercial. Alors, encore une fois, de petites structures où il a fallu que je recrute des personnes. Donc, j'ai déjà, en premier lieu, recruté avec les anciens élèves Ouais, des classes que j'avais pu faire en amont en alternance, parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient dans des métiers similaires. Et puis après, il a fallu recruter d'autres personnes. Donc, j'avais 4 commerciaux dont je devais m'occuper. Donc, j'ai essayé de dupliquer un petit peu les briefings et ce qu'on m'avait appris. Et donc, en cela, très formateur. Et donc, j'ai fait 3 très belles années dans cette structure en tant que ok, responsable commercial où là, pareil, c'était des métiers où on était payé uniquement la commission. En plus d'avoir les commissions d'accord. sur mes ventes,
j'avais des commissions sur le chiffre d'affaires généré par les commerciaux que j'encadrais. Ouais. Donc, c'était d'autant plus motivant. Et donc, c'est vrai que pendant 3 années, j'ai eu la chance d'avoir des rémunérations qui étaient plutôt très confortables, hein, donc, Ok. et qui m'ont permis, déjà à l'âge de 21 ans, je rappelle que 3 ans en amont, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire ni où j'allais. Et donc, à l'âge de 21 ans, je me suis vraiment intéressé à l'immobilier parce que c'est un domaine qui me plaisait beaucoup. Je connaissais des gens qui avaient réussi dans ces domaines-là, que ce soit la gestion de patrimoine, l'immobilier, et que je prenais un D'accord. petit peu comme exemple. Ok. Et donc, je me suis vraiment intéressé à l'immobilier. Et donc, à l'âge de 21 ans, j'ai acheté mon premier petit appartement. Ah, super, ah ouais, t'as commencé Pour tôt. commencer, je regardais les studios ou autres dans le but de commencer à investir. Et donc, Super. j'ai fait voilà 3 très belles années en tant que responsable commercial. Et au bout de ces 3 années-là, les gérants de la structure dans laquelle j'étais, ayant ouvert d'autres points de vente dans d'autres villes qui n'avaient pas forcément la réussite que connaissait le point de vente de Brive, ont dû malheureusement ne s'entendaient plus forcément très bien par la suite, et ils ont décidé de stopper cette activité. D'accord. Et donc, à l'âge de 23, 24 ans, je me suis dit mince, j'ai très bien gagné ma vie. Alors, je suis plutôt de nature, et ça, c'est mon éducation, hein, que j'ai plutôt de nature épargnante. Et Oui, là, je remercie mes parents, parce que si j'en suis là aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de mes formateurs, mais c'est bien sûr. surtout et avant tout grâce à mes parents qui m'ont donné Ouais, une tout à fait. éducation. On vient d'une famille tout à fait moyenne, normale, mais qui m'ont donné une éducation vraiment exemplaire. Si demain j'ai des enfants, je voudrais pouvoir dupliquer cette éducation, parce que franchement, Ah, c'est super, c'est c'est hyper vraiment, important. C'est le bagage c'est qu'on le a après toute bagage la vie, hein. ça vaut tout l'or du monde. Et donc, au bout de ces 3 années-là, quand les dirigeants ont dit je vais arrêter la structure, j'avais continué à investir un petit peu dans l'immobilier. Et donc, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, à la salle de sport, Ouais. qui m'a dit ben, pourquoi pas intégrer un réseau dédié au métier de la gestion de patrimoine. Alors, je lui dis, moi, j'aime bien l'immobilier, j'étais très bon commercial, mais métier de la gestion de patrimoine, c'était pour moi un environnement ultra élitiste. Et j'ai dit, enfin, avec mon petit bagage, hein, pour Ouais, en ouais, dire, ouais, je carrément, me ouais, suis t'avais dit, pas qu'est-ce que gros je vais faire diplôme. dans ces domaines-là. Et Ouais. donc, j'avais pas de raison de m'en faire, parce qu'étant donné que c'était un licenciement économique, vu qu'ils avaient fermé la structure, j'ai pu bénéficier de toutes les Ouais, aides qu'on peut avoir tout à en fait. France, hein, quand même. On est quand Ça, même c'est vrai que c'est top. plutôt bien lotis en France. Alors, Bien il y a sûr. plein d'autres inconvénients sur tout un tas de choses, mais sur ce point-là, on était quand Tout même à fait, je plutôt suis bien d'accord. lotis. Et c'est ce qui m'a permis de me lancer dans un nouveau métier complètement sereinement, parce qu'au pire des cas, au mieux, ça marchait. Bah oui. Et au pire, je n'avais rien perdu et j'avais acquis un petit bagage supplémentaire. Donc, quel risque je prenais? Aucun. Et donc, je me suis lancé corps et âme dans cette nouvelle activité d'indépendant à Ouais. 23 ans et demi, 24 ans, Ah, c'est tôt, hein. avec le statut de la micro-entreprise, hein, comme beaucoup de Bien sûr. personnes qui démarrent aujourd'hui. Et donc j'ai travaillé donc au sein d'un réseau national dédié au métier de la gestion de patrimoine, et je me Mhm. suis formé vraiment au sein de ce réseau-là. J'ai tout de suite vraiment adhéré à ce métier-là. J'ai tout de suite été passionné. D'ailleurs, c'est ce qui Ah a oui, bien animé un sûr. petit peu tout mon parcours jusqu'à aujourd'hui, et C'est encore important. aujourd'hui, hein. C'est que j'ai eu la chance de toujours faire des choses qui m'animaient, qui me passionnaient. Mais ouais, c'est Et, sûr. et C'est comme ça forcément, qu'on est quand on bon. le fait, voilà, ben on le fait souvent mieux, en tout cas bien, ça c'est clair. Ouais, Et puis on voit pas ces heures passer, et du coup, ben, on exactement. travaille beaucoup et on le fait bien parce qu'on en est passionné, et c'est là généralement qu'on génère des résultats intéressants, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, il faut trouver ce pourquoi on est fait, sa passion, ce qui nous fait vibrer, ce qui Ouais, nous intéresse. ouais. Et une fois qu'on a trouvé, ben en fait, on peut vraiment y passer énormément d'heures Ah, mais et on devient très très bon. ouais, c'est Donc, ça. Moi, personnellement, j'ai pas l'impression réellement de travailler, mais mais alors que ouais, je fais des heures en pagaille. ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais j'aime vraiment ce que je fais, et ça, pour moi, c'est la plus grande chance que l'on peut avoir. Il n'y a rien de pire que d'aller au boulot à reculons le matin. Ouais, Et je ouais. pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Et franchement, je leur souhaite à ces gens-là Ouais, c'est aussi de dur. pouvoir trouver un métier qui les anime. C'est pas toujours évident, hein, j'en conçois, hein. Ouais. Mais je veux dire, enfin, moi, j'ai pas l'impression de travailler un seul jour de ma vie en faisant l'activité que je fais aujourd'hui, quoi. C'est vrai que c'est une Donc, chance de trouver quelque ça, chose qui nous plaît c'est la plus et de grosse se des lever, que chances. ce soit entrepreneur ou salarié Mm. d'ailleurs, mais trouver quelque chose qui nous plaît, qui nous fait vibrer, Ouais. où on n'a pas l'impression de travailler. Parce qu'en fait, Mm. quand on fait quelque chose qui nous Ah plaît, non, mais c'est clair. on appelle ça un travail, mais en fait, on n'a pas l'impression de travailler. Et pourtant, on produit et on est très bon et Exactement. on fait beaucoup d'heures, mais on n'a pas l'impression de travailler vraiment, quoi. Donc, Mm. ça, c'est super. Des fois, ça nous tombe dessus. Des fois, il faut chercher un petit peu plus. Des Exactement. fois, on a des idées, on n'ose pas. Ouais. Et il faut pourtant Mm. arriver à s'écouter. Exactement. Donc, Donc, ok, bon, très bien. Donc, 23 ans, tu te lances là-dedans. Bah, ce voilà. qui est bien, en fait, c'est que il y a beaucoup de métiers où on peut se lancer en tant qu'entrepreneur et il Mm. n'y a pas de gros investissements à faire. L'investissement que tu as fait, c'est du temps Exactement. pour te former. Bon, peut-être un coût pour la formation, peut-être qu'elle a coûté un petit peu, mais je veux dire, Dans ces réseaux-là, souvent, la formation, elle est elle est en plus réalisée prise par en les charge. personnes qui sont au-dessus de toi, et donc Ouais, elle est d'accord. organisée. Nous, c'était un gros groupe national, donc c'était prise en charge. Donc Ouais, voilà. Et puis pareil, on parlait
des aides de prise en charge au chômage, mais avec les OPCO, tout ça, il y a énormément d'aides aussi pour se C'est vrai, former. c'est vrai. Et je trouve que ça, on n'en profite pas assez. Moi, je trouve que c'est hyper important pour toute personne, même Mm, si on mm. maîtrise parfaitement un sujet, de continuer Ouais, perpétuellement à se former. Et on a des aides colossales pour le réaliser. Et je trouve que bien c'est sûr. dommage de ne pas en profiter. Et donc voilà. Ouais, non, mais ça, c'est vrai qu'on a de la chance en France, on peut se Mm. plaindre, on a beaucoup d'impôts, il y a Mm. beaucoup de charges, la fiscalité est compliquée, créer une boîte, c'est compliqué, mais en fait, quand on fait les choses bien, en France, on peut entreprendre, il y a quand même des belles possibilités, on est soutenu, on est aidé quand on veut lancer une entreprise, et ça, faut en avoir conscience. On a quand même cette chance-là en France, donc voilà, il faut utiliser les outils qu'on a à disposition. Exactement. Donc là, lancement, donc à cette époque, On- il y a quelques années maintenant, Voilà, ouais, c'était oui, c'était en gestion de 2013 patrimoine, exactement, ok, 2013 et donc de 2013 à 2016, j'ai évolué au sein de ce réseau-là, pareil, donc je me suis formé, ok, j'ai développé aussi une petite équipe de consultants, j'ai fait quelques ventes, même pas mal de ventes, immobilières et des collectes de placements financiers, ce qui m'a valu d'ailleurs dans ces réseaux-là, il y a beaucoup d'animation de réseau, un peu à l'américaine, mais c'est sûr que c'est ultra motivant et donc cette animation-là m'avait permis, à l'âge de 23-24 ans, de partir avec que des chefs d'entreprise qui étaient vraiment là depuis c'est plusieurs hyper années, inspirant. expérimentés. Et donc, on part 15 jours au Sri Lanka. Ouais, c'est sympa, Et ouais. du coup, moi, à 24 ans, je découvre ça. Et c'est toutes ces petites étapes-là de ma vie Ouais, 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 qui m'ont fait grandir et bien qui font sûr. que j'en suis là aujourd'hui. Et donc, on part au Sri Lanka. L'année d'après, pareil, il y avait un nouveau challenge. Les 50 meilleurs sur les 1500 qu'on était partaient. Et donc, on est tous partis au Mexique. Et donc, ces partages d'expérience, en plus Excellent. de toute son année et du cursus de formation que l'on fait, ça nous ouvre l'esprit et c'est ce qui nous a permis et c'est ce qui m'a permis, moi, de passer également 3 très belles années au sein même de ce réseau. Et au bout de ces 3 années-là, étant passionné, comme tout ce que je fais dans la vie, si j'en suis pas passionné, de toute façon, j'ai du mal à le faire parce Ouais, que je le fais pas bien. Et si je le fais pas bien, je n'ai pas envie de ouais, continuer à le faire. Et du coup, étant passionné par ce que je faisais, ben, les produits qui nous mettent à disposition dans ce gros réseau national pour alimenter énormément de mandataires au niveau national me correspondaient plus tout à fait. J'ai trouvé des choses que, en tout cas à mon sens, hein, ouais, ça, ouais. voilà, ça n'engage que moi ce que je dis, mais qui avaient plus de sens, plus d'intérêt, plus de pertinence pour le client. Hmm. Et du coup, ben, début 2016, donc j'ai créé mon entité qui Ok, s'appelle LM Concilium. ok. C'est ni plus ni moins que mes initiales. Et Concilium, ça veut dire conseil en latin. Pas que je sois forcément D'accord. féru de cette langue, mais je trouvais que ça reprenait bien les Ouais, deux pôles d'activité du cabinet, à savoir tout un pôle courtage en financement et un ouais, pôle gestion et optimisation patrimoniale. Et excellent. donc, le but de ce cabinet-là, que j'ai créé en 2016, ça a été vraiment de pouvoir, en tant qu'indépendant et ayant obtenu, moi, toutes les habilitations pour exercer de manière totalement autonome, Ouais. ça a été de vraiment pouvoir diffuser les produits que je souhaitais à mes clients et non les produits que l'on m'imposait de vendre. Et Et donc, ouais, c'est souvent ça, les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir dans certains métiers, c'est de ne pas avoir les mêmes intérêts que le client et donc exactement. avoir tendance à orienter le conseil dans, voilà, pas forcément la direction idéale qui Et ouais, correspond aux ouais, besoins du client. exactement. Donc là, le fait d'avoir été libre, ça te correspond mieux et Ouais. t'adaptes plus en fonction C'est ça. de chaque profil. En fait, ce qui se passait, c'est qu'on nous mettait des produits à disposition et fallait trouver des clients et voir Ouais, le ok. produit. En fait, le but, c'était de trouver le produit qui s'adapte le mieux au client. Moi, Ouais. là maintenant, on a un schéma un petit peu inverse, c'est de se dire, on va trouver le client et en fonction de son besoin réel, on va Hmm. lui créer le produit, mais on crée à Ouais, chaque fois qui sera en parfaite adéquation ok. avec ses besoins à lui. Ouais, c'est Et très bien. c'est vraiment beaucoup plus du sur-mesure, hein, clairement. Et donc, c'est ce que j'ai fait, mais que ce soit sur les différents leviers patrimoniaux, à savoir l'immobilier. L'immobilier, depuis quelques années maintenant, on porte nous-mêmes nos opérations. Donc, une activité d'un terme, je vais utiliser un terme Ouais, qui était pas très apprécié, mais qui est de marchand de biens. ouais. Et que moi, j'ai envie de vraiment redorer, parce que je trouve Hmm. que les marchands de biens aujourd'hui, ils font des boulots colossaux dans les villes, hein. Bien sûr, bien sûr. On avait déjà abordé ce sujet, mais souvent, les marchands de biens vont acheter des immeubles à l'abandon, pas du tout Personne ne veut, utilisés, que personne ne veut, avec des problèmes. avec plein de problèmes. On a eu un exemple il y a pas très longtemps où il Ah a ouais. fallu gérer Ah toute bah une ouais, c'était succession de lourd, quoi. problèmes C'était pour lourd. pouvoir. Et donc, c'est vrai que c'est forcément risqué. Ouais. Et ce qui se passe souvent sur ce type de bâtiment-là, c'est que si ce n'est pas des marchands de biens qui se positionnent avec tout le degré de risque que ça comporte, souvent, c'est des immeubles qui restent à l'abandon. Tout à Et on fait. voit des immeubles fermés C'était qui le se cas, hein. dévaluent. Et ça, je trouve Mmh. qu'il n'y a rien de pire pour l'image d'une ville comme pour le bien en question. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je trouve que le métier de marchand de biens,
pour moi, c'est un vrai beau métier qui a pour but de Ouais. redorer certains cœurs de ville et de redorer certains immeubles qui ont été faits en plus dans les années par nos ancêtres et qui ont été formidablement bien faits généralement, hein. C'est Ouais, des bien sûr. immeubles qu'on ne construit plus aujourd'hui et c'est dommage de ne pas faire revivre ce type d'histoire et ce type de bâtiment. Ouais, tout à fait. Mais alors, ce qui est bien, c'est que tu as vraiment beaucoup de cordes à ton arc et Mm, c'est pour ça que je voulais que tu viennes témoigner parce que là, tu as parlé effectivement de donc, le conseiller en gestion de patrimoine, tout ce que tu peux développer, mais tu as toutes ces activités sur le crédit, sur l'assurance de prêt, mm, sur l'arbitrage patrimonial, l'optimisation fiscale, le marchand de biens où mm, tu vas justement aller chercher tes propres produits et pas comme certains conseillers en gestion de patrimoine qui vont vendre des programmes neufs de défiscalisation sur plan qui sont pas forcément les plus adaptés aux mm, clients, mm, etc. Toi, tu vas créer tes propres produits sur mesure, adaptés aux clients, en faisant justement des économies d'impôts. mm, mm, Il y a une loi qui est intéressante que tu utilises et que d'autres peuvent utiliser suivant les secteurs, qui est la loi de Normandie. mm, On en parle assez peu, elle n'est pas adaptée à tout le monde et c'est mm, pour ça que c'est difficile d'en parler comme ça d'une manière grand public mm. parce que c'est vraiment spécifique pour certains profils avec certains objectifs de réduction d'impôts, d'objectifs de travaux, de rentabilité, etc. Donc c'est vraiment adapté à certains profils clients. Mais dans certains cas, c'est vraiment des projets très intéressants, surtout quand ils sont taillés sur mesure d'une manière Exactement. individuelle, avec des artisans Mm, que tu connais bien, mm, le géomètre qui va bien, le notaire. Enfin mm. voilà, tu as réussi à optimiser toute la chaîne qui fait que Exactement. d'un produit finalement qui serait pas forcément intéressant sur le papier, tu Mm, arrives en optimisant tous les postes mm. à faire des projets vraiment intéressants pour tes clients. Donc Ouais. c'est un autre axe de ce qu'on fait nous avec projet locatif, mais qui est aussi intéressant et qui est adapté à certains Ouais. profils. Et qui peut être même des fois complémentaire. Complémentaire, ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, oui, tu revenais sur ce dispositif fiscal. Ben, typiquement, souvent, moi, j'ai vu des gens dans les années précédentes qui me disaient: T'es, j'ai investi, j'ai acheté un Pinel, mais, ou j'ai acheté un Duflo, ou j'ai acheté un Cellier ou un De Rebien. Et en Ouais, fait, bien souvent, ces gens-là achetaient un dispositif fiscal plus qu'un bien immobilier. bien sûr. Et au terme et à la revente, eh ben, certains, malheureusement, disaient: ben, Pinel, pour un terme qui est un peu vulgaire, mais c'est de la merde. Ouais, Ou ouais. Duflo, c'est de la merde. Non, le dispositif fiscal en lui-même, mais tous Hmm. les dispositifs fiscaux qui ont été mis en place par les gouvernements successifs, avaient pour but de répondre à une problématique. Et tous, Hmm. si on les décortique, avaient du sens. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas oublier, quand c'est un dispositif fiscal qui est adossé à un bien immobilier, il ne faut pas oublier que derrière, on achète quand même un bien Eh immobilier. oui, bien Et sûr. il faut que ce bien immobilier soit acheté au bon endroit, au bon prix, voilà. Et derrière, y adosser une carotte fiscale, là, ça a du Ouais, sens. Bien souvent, ce qui se passait, c'était l'inverse. On cherchait une carotte bien fiscale et sûr. derrière, elle était adossée à un produit immobilier, mais qu'on ne connaissait ni les tenants ni les aboutissants. Les gens sont omnubilés pour réduire leur impôt. Ouais. Alors des fois c'est intéressant, des fois c'est pas opportun. Mm, mm, Il vaut mieux des fois avoir plus de cash flow qui va payer finalement la fiscalité plutôt que faire un projet comme tu dis mm. d'un bien immobilier qui va pas être forcément très intéressant, très rentable et puis gommer 2-3 000 euros de Voilà, fiscalité. c'est comme tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est vraiment propre à chaque situation. Ouais, Le de Normandie, nous, on l'a mis à Brive parce que Brive est éligible comme 222 autres villes de France. Donc ça, ouais, c'est super pour même redorer l'image un petit peu du centre-ville qui est tout à déjà fait. très beau, très belle, hein. Et donc voilà. Et donc nous, on a fait un beau projet. Ouais, Et après, si les clients souhaitaient, on pouvait leur greffer, en fonction de leur situation patrimoniale et fiscale, on pouvait leur greffer ce dispositif ou non. Et d'accord. ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'on a acheté un beau projet immobilier et derrière, en fonction de leur fiscalité, on pouvait ou non leur greffer ce dispositif. Et si on Exactement. n'optait pas pour cette solution, on a toujours les régimes de droit commun, à savoir du déficit foncier, du loueur meublé non professionnel, Complètement. que l'on pouvait appliquer également sur nos programmes Ouais. sans générer de loueur meublé, sans avoir tout ce qui est les exploitations para-hôtelières ou des choses comme ça, hein. Non, nous, c'est du simple. Ouais. C'est souvent le plus simple qui fonctionne le mieux. Tout à Donc, fait. Bon, on a fait une belle collaboration sur ce projet, en fait, avec mmh, justement projet locatif et toi, mmh mh. qui a su justement trouver le bon scénario pour Ouais. cet immeuble. L'emplacement, super, hein, on est en hypercentre, c'est un bel immeuble qui était divisé en 3 plateaux, 3 appartements de 100 mètres carrés, à peu, Ouais, 140, 140, ouais, par 140 mètres plateau. carrés, avec du stationnement par contre, sur l'arrière, un rez-de-chaussée, un beau local commercial. Mmh. Effectivement, il fallait avoir de l'imagination parce que sans l'ingénierie que tu as mis en place sur la partie travaux, l'optimisation des travaux et l'optimisation fiscale, en Mmh. fait, le projet sur le papier n'était pas forcément très
intéressant, mais grâce à justement l'articulation que tu en as faite, il est devenu intéressant et ce bien pourtant aurait pu rester sur le marché pendant très longtemps s'il n'y avait pas justement cette adaptation que tu as su mettre en place. Grosso modo, est-ce que tu peux donner les grandes lignes du dispositif de Normandie pour voir à peu près... parce que vous avez quand même 222 villes qui sont éligibles, donc vous pouvez trouver facilement sur Internet si vous êtes concerné par ce dispositif. Mais en quoi ça consiste dans les grandes lignes, parce que ça dépend des régions. Bien sûr, donc très rapidement, dispositif mis en place par Julien de Normandie, l'ancien ministre du Logement, de mémoire, c'était le ministre du Logement. L'objectif de ce dispositif, comme tous les dispositifs antérieurs, c'est ni plus ni moins que de répondre à une problématique que l'État ne peut pas forcément résoudre. Là, en l'occurrence, dans ces 222 villes dont le dispositif est éligible, l'idée, c'était de réhabiliter les cœurs de ville. Alors ça s'est souvent étendu à la ville entière, mais l'idée de base, c'était de réhabiliter des cœurs de ville. Et qui sait si l'État ne peut pas le faire, qui peut réellement le faire? C'est ni plus ni moins que les particuliers. Bien sûr. Et pour inciter un particulier à le faire à Brive plutôt qu'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'inciter, pour éviter qu'il aille ailleurs investir et rénover des logements? On va lui dire, si tu le fais à Brive, tu vas bénéficier d'un avantage fiscal. Et donc, voilà comment est née la loi de Normandie, comme les précédents dispositifs. Et donc, ce dispositif, il a pour but donc, de réhabiliter des cœurs de ville. Il y a un engagement pour l'acquéreur. Il faut qu'il s'engage quand même à louer le bien 6 ans. Il y a des plafonds de ressources du futur locataire à respecter, mais honnêtement, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est pas, on n'est pas, pas sur des logements sociaux ou d'autres types de logements. On a plus de 20 000 € pour une personne seule. Pour une personne seule. Et puis dès qu'on est en couple avec 1 ou 2 enfants, on retombe sur des revenus, largement même un peu plus, il me semble. Donc, on est vraiment sur des revenus monsieur et madame, tout le monde. On n'a jamais eu de problème sur tous les projets qu'on a fait de trop hauts revenus des futurs locataires. Jamais eu cette difficulté-là. Donc c'est bien qu'on cible quand même pas mal de monde. Et donc, le propriétaire qui achète, il faut qu'il s'engage à louer le bien un minimum de 6 ans. Il faut qu'il y ait un minimum de 25% de son projet global qui soit des travaux. Il faut qu'il améliore bien évidemment la performance thermique du bien et qu'il s'engage également à louer le bien un certain plafond de loyer. Mais là aussi, c'est pareil. Étant donné à Brive, surtout Brive, on est passé maintenant en zone B1, donc comme Bordeaux, comme Toulouse. Donc les plafonds de loyer en Normandie sont quasiment les plafonds de marché. Donc on ne perd pas en loyer. C'est là où ça peut avoir beaucoup de sens, c'est qu'on ne perd pas en loyer, on s'engage à louer 6 ans, mais quelqu'un qui fait de l'investissement locatif aujourd'hui, 6 ans, c'est le minimum, sinon il ne faut pas faire d'immobilier, je veux dire, s'il veut pouvoir amortir un petit peu son bien et les frais. Et donc derrière, on bénéficie, si on s'engage à louer 6 ans, c'est 12% de son projet global sur 6 ans, donc ça fait 2% de son projet global qui vient en déduction, non pas de ses revenus imposables, mais de l'impôt dû. C'est-à-dire que quelqu'un qui achète un bien 150 000 €, allez, 100 000 et qui fait 50 000 € de travaux avec les frais et tout ça, on est sur un projet global à 150 000 €. 150 000 € à 2%, c'est 3 000 €. 3 000 €, c'est 3 000 € qui viennent en déduction de son impôt dû. Donc voilà, donc ça peut vraiment... Et on n'a pas de perte de loyer. C'est pas mal. Mais suivant les secteurs, suivant les régions, c'est pour ça qu'il faut adapter en fonction de chaque profil. Bien penser qu'on ne peut pas avoir la réduction d'impôt de Normandie sur les travaux et venir les déduire de ses revenus fonciers. Donc c'est là où notre métier de gestion de patrimoine rentre en compte, en fonction de la situation et de votre tranche d'imposition, c'est de voir lequel des deux solutions peut être la plus favorable sur du moyen et long terme. Voilà, si c'est pour gommer d'un côté avec le de Normandie, mais le recréer de l'autre avec des revenus fonciers, je vois pas l'intérêt. Voilà, donc c'est là où nous on intervient, où on a des logiciels aussi qui nous le calculent en fonction des charges ou autres, pour voir jusqu'à quand on peut générer des loyers en de Normandie sans générer de fiscalité. Mais en fait, c'est vrai qu'on a peur de la fiscalité en France. Après, moi, ça me fait pas peur. J'aime bien l'optimiser. Et en fait, quand c'est bien optimisé, on n'en paye pas ou très peu. Ou si on en paye, c'est que vraiment, on commence à vraiment avoir des revenus fonciers. Le régime le plus difficile, le plus imposé en France, c'est celui du salariat, en fait. Parce que lui, il n'a pas de déduction possible. Il déclare son salaire et il paye plein pot d'impôts. Mais quand on est entrepreneur, quand on est investisseur, on utilise tous les leviers à notre disposition. Et moi, dans mon cas, j'ai jamais payé d'impôts. J'ai un peu d'impôts sur le revenu, mais très peu. Sur mes revenus fonciers, jamais. Sur tous mes investissements locatifs, pas encore. Et pourtant, ça fait 15 ans que j'investis et que j'ai quand même développé un beau petit patrimoine. Donc, donc, quand on utilise les bons leviers, les bonnes méthodes, ça fonctionne bien. En France, voilà, d'en avoir peur, c'est normal. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de questions, souvent, avant d'investir. Ouais, mais la fiscalité va arriver. Des gens qui anticipent sur le très long terme. On ne peut pas avoir une vision très très long terme en fiscalité. Moi, j'essaye d'avoir sur 4-5 ans à peu près. Voilà, je trouve que c'est déjà pas mal, une vision sur la fiscalité. Et puis effectivement, si un jour je paye un peu d'impôts,
Mais finalement, c'est Mm. pas grave. À partir du moment où on a C'est un des bon signe revenus, aussi de payer les voilà, impôts. Donc, faut pas, voilà. faut pas en Donc, avoir peur non plus. exactement, exactement. Et puis, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, ce qu'on ne maîtrise pas fait peur. Et du coup, Ouais, aujourd'hui, ouais, pour maîtriser la fiscalité, nous, c'est notre métier et c'est déjà pas toujours évident parce que ça évolue régulièrement et c'est possible que ça, exactement. dans les semaines ou les mois à venir, la vérité d'aujourd'hui ne soit pas forcément celle de demain parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont en cours de discussion. Mais oui, oui, pour en revenir à ce que tu dis, et puis c'est aussi pour ça, et c'est là où je voulais rebondir, c'est que la fiscalité, c'est un métier à part entière, c'est pas évident, Ouais, c'est compliqué, et c'est pour ça que c'est très difficile, même en regardant des vidéos ou autres, de devenir un expert fiscal, et donc le mieux, c'est de se faire accompagner, tout bien sûr. simplement. Et quand on est bien accompagné et qu'on investit bien, je peux vous assurer qu'on arrive, malgré le fait Ouais, d'être en France et dans un pays où on paye beaucoup d'impôts, ouais, ouais. il n'y a rien de magique, hein, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on arrive à optimiser des situations, à les rendre plutôt sympas. Puis chacun son métier, on peut pas être trop bon dans tous les domaines, mais un bon investisseur, un bon entrepreneur doit connaître un petit peu tout, doit superviser un petit peu tout. Mm, Et à l'époque, moi, je pensais que j'allais voir un conseil, ce qu'il disait, c'était la vérité. mm, En fait, c'est vrai que tout le monde a sa propre vision, sa propre stratégie, et je pense qu'il faut aussi prendre ses propres décisions soi-même. C'est comme quand on va voir la banque, quand on va faire un investissement, vous voyez un banquier vous dit non, personne ne vous prêtera. Bon, et moi, on m'a dit ça presque des centaines de fois, mais si le banquier savait investir, bah, il serait peut-être pas là derrière mm. son bureau, il serait peut-être ailleurs, et donc bah, il faut éviter d'écouter pourtant des personnes qui sont ben, à des postes clés, qu'on a tendance à des fois trop écouter. Moi, je suis allé voir un avocat fiscaliste qui m'a proposé des solutions bah, qui n'étaient pas du tout adaptées, qui étaient plutôt risquées en plus, alors qu'à l'époque, je me disais, bah, je vais voir un avocat, s'il me dit ça, c'est exactement Mm, 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 ce qu'il faut faire. En fait, c'est pas le cas. Donc, il faut prendre du recul avec tout ça, il faut prendre les informations. Et mm, le discours de telle ou telle personne va plus vous allez plus vous reconnaître finalement dans son discours, dans sa mm. façon de voir les choses et dans votre appréhension de vos projets. Mais restez maître de vos décisions, Exactement. ne foncez pas aveuglément, essayez de comprendre ce qui se Mm. passe absolument. Ça, c'est un petit peu les erreurs que j'ai fait au début. Je me suis dit, bah, je vois un expert comptable, il me dit que c'est comme ça, c'est que c'est comme ça. Mm. Ben non, pas forcément. Il y a pas mal de visions, de méthodes. Donc voilà, il faut, quand on est investisseur, prendre ses propres décisions Exactement. et prendre un maximum de conseils, un peu Mm. avec tous les intervenants qui sont spécialisés dans le domaine, bien sûr. C'est hyper intéressant. Non, tu as tout à fait raison. On peut pas, comme je disais, on peut pas devenir expert en fiscalité. Par contre, le mieux qu'on puisse faire, c'est au moins de comprendre quand on veut faire quelque Ouais, chose, juste comprendre les bases, pas devenir ouais, bien sûr. pointu. Parce que moi, j'ai eu le même cas de figure que toi. J'ai eu différentes versions, même sur mes structures, les différentes structures que j'ai pu créer. Ouais, Mais c'est vrai qu'au début, j'ai été à l'opposé de ce que m'avaient dit les deux experts comptables, parce que ouais, moi, ouais. j'avais une vision à plus long terme. Je voyais, je savais qui j'étais, je voyais un petit peu où je voulais aller. Et après, pas les défendre, mais pour un expert comptable, c'est pas évident. Il vous rencontre pour la première fois, il sait pas exactement qui vous êtes, où vous voulez aller, ce que vous souhaitez faire. Bien Et sûr. donc, lui, il donne les infos sur un instant T. Et Hmm. quand on comprend, des fois, on se dit, même si le conseil qu'il a donné n'était pas mauvais, il était peut-être pas parfaitement adapté à vous. Donc, Ouais, vraiment tout à fait. comprendre les choses, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire Exactement. dans tout type de domaine, je pense. Bon, on va avancer parce que j'ai plein de questions. Ouais, En dis-moi. fait, j'ai plein de choses à te demander pour justement ben, vous aider aussi à y voir plus clair. Donc, tu es spécialiste des assurances, spécialiste du crédit, de Mm, l'arbitrage du patrimoine, etc. Donc, j'ai plein de questions. mm, Sur la partie assurance emprunteur, on a fait une vidéo ensemble sur ma première chaîne YouTube, donc Robin Aldin, projet locatif, pour ceux qui ne sont pas abonnés. Allez la voir, où tu partages beaucoup de conseils sur l'assurance emprunteur, parce que sur cette chaîne, on parle mm, d'entrepreneuriat, mais aussi mm, beaucoup mm, mm. d'investissements locatifs. Et effectivement, j'ai renégocié toutes mes assurances emprunteurs avec ben, finalement les mêmes conditions que j'avais souscrites lors des achats de mes biens immobiliers avec les assurances que j'ai prises dans tous les établissements bancaires, parce Ouais. que je trouve que quand on est investisseur et qu'on fait des prêts qui sont réguliers, il faut être bon client, il Mm, faut jouer le jeu, et donc c'est ce que j'ai fait. Et je trouvais ça bien, et je me disais, mais en fait, je vais jamais renégocier mes assurances emprunteurs parce que ben, mes partenaires bancaires vont mal le prendre, vont se vexer, ils vont me faire la gueule, ils vont plus me prêter et tout. Et en fait, en réalité, pas du tout, parce que ben, déjà, les interlocuteurs changent mhm, régulièrement, et en fait, c'est le jeu commercial, ils l'ont très bien compris. Et
quand je leur ai posé la question, avant finalement de renégocier mes assurances, je leur ai dit j'ai pris rendez-vous pour essayer de voir si je pouvais économiser. Ils m'ont dit mais bien sûr Robin, mais on n'a pas compris pourquoi tu l'as pas fait plus tôt. Et en fait j'avais une croyance limitante par rapport à ça. Je me disais mais en fait ils vont mal le prendre, ils vont plus me prêter. Pas du tout. C'est le jeu, c'est normal. Ils font l'assurance au début et puis après on la renégocie parce que effectivement moi tu m'as fait gagner un peu plus de 50% sur mes assurances emprunteurs. Ça représente une somme d'un peu plus de 1 000 € par mois, ce qui n'est pas négligeable sur le volume. Et après, du coup, suite à cette vidéo, vous avez été nombreux donc, à solliciter du coup, le cabinet, un peu plus de 150 clients à peu près. Quasiment 180 même maintenant. 180 On a clients. encore des demandes qui arrivent, de demandes de devis. Ah, franchement, alors j'aurais pas cru qu'il y aurait autant de demandes. Du coup, c'est hyper intéressant. Et tu avais justement accepté de faire des frais de dossier gratuits pour la vidéo. Donc, je pense que ça sera toujours le cas, si tu acceptes de continuer comme ça, parce que c'est intéressant. Et tu as fait économiser énormément d'argent à pas mal de clients. Là, on regardait un petit peu, il y a quelques clients qui ont gagné franchement plus de 50% sur leurs assurances. Sur le volume, est-ce que tu peux peut-être expliquer un petit peu s'il y a des personnes qui souhaitent renégocier leur assurance, comment ça fonctionne, quelles infos il faut, comment ça se passe? Et donc, comment ça se passe? C'est devenu très simple depuis 2022 avec la loi Lemoine maintenant qui nous permet de nous substituer à un contrat d'assurance emprunteur à n'importe quel moment. Donc, on soit quand même dans le cadre d'un prêt immobilier. Donc, achat en nom propre, SCI à l'IR. Les SCI à l'IS ne sont pas soumises à ce cadre-là et c'est au bon vouloir de la banque. Et je ne te cache pas qu'elles ne le veulent pas souvent parce que ça reste un produit sur lequel ils dégagent quand même un petit peu de marge. Donc voilà, c'est compliqué. Donc après, sinon, outre ça, c'est extrêmement simple. Nous, alors juste avant d'aborder les documents nécessaires, déjà, je pense qu'il y en a qui vont nous voir à remercier l'ensemble des clients qui nous ont fait confiance et qui nous ont sollicité suite à la vidéo que l'on avait fait. C'est gagnant-gagnant, on a fait des économies substantielles pour certains, un peu moins pour d'autres, mais c'est toujours des économies et une somme d'argent qu'ils n'auront pas à sortir. Outre ça, moi j'ai adoré cette première expérience avec toi parce que j'ai rencontré des investisseurs qui te suivent, que des gens hyper aguerris, avec un mental, un mindset que j'ai trouvé formidable. Et puis tu m'as fait voyager parce que j'ai été. Il y en a il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui m'appelle un gendarme de Petra. Je l'ai fait répéter au téléphone, il dit Petra. En Jordanie, oui. En plus, j'avais mon petit frère qui était à ce moment-là en vacances avec sa compagne. Et j'ai dit, c'était incroyable. Et donc, il me dit, mais là, je vous appelle parce qu'il était telle heure chez nous. Est-ce qu'on peut refixer un rendez-vous dans quelques jours? Et donc, j'ai fait les assurances d'un prêt de quelqu'un qui est gendarme à Petra en Jordanie, alors qu'il y avait des prêts qu'il avait fait en France. Mais voilà. Donc, on a voyagé, on a rencontré des très belles personnes, on a bien échangé. Et donc, en cela, franchement, merci. Non, après, cool, on a une bonne communauté normalement. On le sent, ils sont plutôt très aguerris. Puis en plus d'être aguerris, en plus d'avoir des multi-investisseurs, donc des gens pour certains même qui ont atteint la liberté financière, c'est un qui reprend souvent, mais d'une gentillesse et d'une bienveillance qu'on retrouve pas forcément des fois chez des clients autres. Donc voilà. Donc vraiment top, super expérience. En ce qui concerne après du coup la mise en place de la substitution, là vous n'avez pas grand chose à faire si ce n'est aujourd'hui nous fournir juste votre tableau d'amortissement, si possible définitif, c'est celui où vous retrouvez les dates dans la colonne de gauche et non des numéros. Avec cet élément-là, vos dates de naissance, après j'ai 2-3 questions, à savoir la profession, est-ce qu'il y a du sport à risque, est-ce qu'on est fumeur ou non fumeur, il y a 1 ou 2 autres questions supplémentaires, et quand on a les réponses à tout ça, nous en l'espace de 5 minutes, montre en main, on est capable de vous faire un devis gratuit, aux conditions négociées par projet locatif. Alors, juste pour en revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a des frais de dossier quand même qui s'appliquent, les compagnies appliquent des frais de dossier. Donc, vous n'êtes pas fait avoir, ceux qui ont eu un frais de dossier à 39 € ou autre. C'est qu'en amont, il y a d'autres frais normalement qui s'appliquent qu'on avait supprimés. Et en plus de ça, suite au volume généré, on avait négocié des conditions de coût d'assurance un peu plus favorables. Voilà. Donc, non, c'était top. Et donc, oui, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, donc très simple, un tableau d'amortissement, une pièce d'identité. La réponse à ces 2-3 questions, on a un mail type. Et derrière, nous, on est capable de vous calculer en moins de 5 minutes montre en main l'économie que vous pourrez réaliser. Non, ça, c'est pas pour survendre ou faire vraiment une pub. C'est vraiment parce que ça fait gagner beaucoup d'argent et que je suis content d'en parler. Donc, voilà, on mettra le lien en description. Et comme le service est de qualité, je suis passé, je l'ai testé, ça fonctionne très bien. On n'a que des retours positifs sur les clients qui ont fait appel à tes services. Donc, voilà, je suis vraiment content de pouvoir en parler. Et puis, voilà, faut pas hésiter, c'est gratuit. Vous faites exactement, ça coûte rien. Une analyse, vous regardez en 5 minutes si vous pouvez gagner de l'argent ou pas. Ça se met en place assez rapidement.
rapidement, vous occupez de toutes les formalités. Moi, je pensais que c'était hyper complexe. En fait, vous avez une plateforme en ligne, vous cliquez sur 3 clics et tout se fait automatiquement. Et puis Vous même avez toute la charge de la paperasse. Exactement. C'est pas mal. Heureusement que j'ai des collaborateurs Ouais, parce que tout à c'est vrai fait. que c'est quand même du boulot administratif, mais c'est Ouais, un plaisir. Et puis en plus, vu qu'il y a beaucoup de multi-investisseurs qui nous regardent, comme tu l'as stipulé, tu as un accès avec tes contrats. Au ouais. moment des déclarations ou autres, c'est d'une simplicité notoire et c'est vrai que ça permet de gagner beaucoup de temps, Puis quoi. on a les mêmes garanties en fait, Ouais, donc exactement les mêmes garanties. On peut pas renégocier avec des garanties moindres. ouais. Donc sur ces assurances, moi personnellement, j'essaye dans la mesure du possible de me mettre à 100%. Alors Mm. c'est vrai que ça reste de l'investissement immobilier, mais je me dis, s'il se passe quelque chose, ça peut être discutable, ça peut être problématique. Pourquoi? Parce qu'admettons, vous êtes à 50-50 dans une SCI, il y en a un qui décède, eh ben, il va y avoir 50% du crédit qui va être remboursé. Bon, d'accord. De ce côté-là, c'est plutôt positif. Pas le décès, mais plutôt l'assurance qui va rembourser. Mais en fait, la personne qui va rester va être quand même tributaire et donc redevable de 50% du crédit, mais votre descendance va être aussi redevable de 50% du crédit. Alors c'est là, ça peut faire des difficultés parce que les héritiers peuvent se dire non, mais c'est l'assurance de mon père, de ma mère qui a payé 50% du crédit, donc moi, on ne doit plus rien. Non, malheureusement, c'est 50% pour les deux associés. Donc les deux associés bénéficient de l'assurance. Donc ça, c'est un premier point qui me gêne un peu. Le deuxième à anticiper, c'est aussi le risque fiscal. On n'en parle pas trop, mais du coup, comme on est un peu sur la technicité avec Mathieu, je me suis dit on va aborder un peu le sujet. C'est finalement la fiscalité qui va être générée suite à cette réception de fonds exceptionnels qui va être soumise à l'impôt sur les sociétés, donc à 25%. Donc ça s'anticipe aussi. Et après, alors là, on est sur un podcast, donc on ne peut pas faire des tableaux un peu techniques, mais sur la transmission patrimoniale aussi, vous pouvez mettre des assurances en place. Moi, je l'ai fait. J'ai fait un bilan patrimonial et successoral qui permet d'avoir une somme que ma descendance va devoir payer en cas de décès et de mettre en face une assurance qui va payer ces sommes. Voilà. Risque fiscal, on l'a vu, donc les 25% d'IS quand on a une société à l'IS. Et pour le LMNP d'ailleurs, ça fonctionne aussi, c'est pareil, vous allez être fiscalisé sur les sommes qui vont être versées. Et la transmission, donc on a 100 000 euros par enfant exonérés, mais au-delà, vous avez une fiscalité qui est énorme. Alors, si vous investissez un petit peu massivement, au-delà de 400-500 000 euros, on est vite sur des tranches à plus de 30%. Et bien, ça, de suite, ça représente des sommes importantes. Et pour vous donner un ordre d'idée, moi, j'ai une assurance qui me coûte 20 euros par mois et qui peut verser une somme de 250 000 euros. Donc, on se rend compte qu'avec des petites assurances, on peut se prémunir et anticiper ces risques fiscaux qui peuvent arriver. Donc, c'est pour se faire la petite aparté. Quand on parlait des assurances emprunteurs, je trouvais intéressant de monter un petit peu en compétence et de montrer un petit peu. Et puis pour compléter même ce que tu viens de dire, moi je te rejoins sur les 100% de couverture, c'est du locatif. C'est juste pour terminer et fermer la parenthèse là-dessus, c'est une charge, pour revenir sur la fiscalité, parce qu'on adore ça, mais c'est une charge qui est déductible, c'est souvent des petits montants, c'est 10, 15, 20 euros. 20 euros qu'on vient déduire de ses revenus locatifs. En termes de prévoyance pour ses proches, il n'y a pas mieux. Donc des fois, ne lésignez pas trop sur 50% ou 100%. Si c'est de l'ordre de 5, 10, 15, 20 euros, c'est une prévoyance pour vos proches qui n'a aucun égal, quoi. Donc voilà. Et puis, vaut mieux des fois prendre ça, à mon sens en tout cas, que d'aller prendre une garantie obsèque qui, chaque année, parce que plus on vieillit, plus le risque est important qu'il nous arrive des petits soucis de santé. Et donc, qui tous les ans, d'ailleurs, ça c'est à fond perdu, et puis tous les ans en plus, du coup, augmente pour vous prémunir d'un éventuel risque. Donc, l'assurance emprunteur reste un super outil de prévoyance qui en plus est déductible des futurs revenus locatifs. Donc, non, il n'y a pas de raison, c'est pour 10 euros comme tu l'as dit. Voilà. Bon, je refais un petit peu un retour en arrière. Ton parcours d'investisseur, parce que du coup, on parle beaucoup d'immobilier et tu as un super parcours d'investisseur, on peut dire, avec une belle réussite. Aujourd'hui, tu as des revenus qui te permettent de vivre de l'immobilier, de tes revenus locatifs. Quelle a été ta vision sur ton parcours? Qu'est-ce que tu peux dire? Comment ça s'est organisé? On a vu, tu as commencé à investir assez tôt. Est-ce que tu as continué comme ça d'acheter des petits appartements? Est-ce que tu as acheté des immeubles, des locaux? Quelle a été ta vision et ta stratégie et ta direction pour investir dans l'immobilier? Donc moi, j'étais, je le suis toujours, persuadé que l'immobilier, c'est pas la seule façon d'investir, mais ça fait partie, et en tout cas pour moi, ça a du sens, ça parle, c'est du concret, et donc ça fait partie des bonnes options pour investir
pour investir ses liquidités ou emprunter. On a un effet de levier via l'immobilier qu'on ne retrouvera Ouais. pas forcément avec d'autres produits. Donc, en ce sens-là, moi, j'étais très attiré et je le suis toujours par l'immobilier. Et donc, j'ai commencé, étant donné que je suis parti absolument de rien, du coup, j'ai commencé avec un premier petit appartement, Ouais. puis un deuxième petit appartement, puis un troisième. Ok. Et à partir du troisième, c'est là où j'ai commencé à privilégier des immeubles de rapport. Et donc, c'est vrai que maintenant, je maxe plus sur d'appartements en copropriété. À chaque fois que je Ouais. me positionne sur des biens, c'est des immeubles patrimoniaux généralement et avec une bonne rentabilité et surtout une pleine propriété, quoi. Je veux plus être en copro, Ouais. C'est mais vrai je que trouve c'est que quand on peut c'est s'en voilà, quand passer. on peut, c'est bien, Ouais. mais il n'empêche que ça reste pertinent également d'acheter en copro tout en regardant toutes les règles, hein, voilà, quel type de Bien sûr. chauffage, quels sont le montant des charges, à quoi ça correspond, est-ce que Mm. ces charges-là n'entachent pas la rentabilité de mon projet derrière. Donc, c'est tous ces points-là qui sont importants à prendre en compte en Ouais. amont, quoi. Ok, donc immeuble, Ouais, immeuble. ok. Et puis T'as multiplié comme ouais, ça après j'ai les immeubles. multiplié, on a fait du déficit, on a optimisé certains loueurs meublés, on a opté Ok, pour les SCI aussi à l'IS derrière, hein, parce que forcément, au bout d'un moment, vous d'accord. arrivez, vous atteignez tous les plafonds du LMNP, vous avez, Exactement. voilà, donc vous êtes obligé d'opter et d'utiliser d'autres stratégies, différentes stratégies. On ne peut pas en utiliser qu'une seule, et donc en Ouais, fonction de ma situation à moi personnellement, encore une fois, c'est propre à chaque situation, il n'y a pas de ouais, c'est vrai, c'est stratégie vrai. ultime ou de Ouais, solution sinon on magique. vous donnerait le secret. Ouais, bah, oui, oui, exactement. Mais on peut adapter à chaque fois, il y a des solutions. Exactement, exactement. Et puis j'ai continué à investir. Et puis vraiment, c'est un peu une drogue, hein, l'immobilier. Ah, C'est-à-dire quand on franchement, ouais. commence, alors déjà, c'est une drogue parce que c'est addictif, on aime bien ça. C'est chouette de voir des travaux, des immeubles qui étaient plus du tout réservés à de l'habitation, qu'on vient entièrement réhabiliter, voir des locataires qui rentrent dans le logement, qui mettent leur petite touche personnelle sur du C'est génial. mobilier et qui s'y sentent hyper bien. Mais ça, c'est hyper valorisant. On a une demande locative en plus sur des villes comme la nôtre, mais comme là où Ouais, j'habite, mais ou dans d'autres villes qui est quand même relativement forte en France. On manque de ouais, ouais. beaucoup de logements. Donc moi, pour moi, l'immobilier a encore de très belles années devant Ouais, lui. bien sûr. Et donc voilà. Et donc j'ai continué. Et depuis maintenant 5 6 ans, comme je disais tout à l'heure, Ouais, j'ai vraiment pris deux axes différents. Un qui consiste à continuer mes investissements immobiliers pour souvent asseoir enfin, ouais, mon besoin de biens immobiliers, mais aussi surtout, c'était pour répondre aussi à des besoins fiscaux, hein, on va pas se mentir. ouais. Quand tu arrives et que tu n'as plus vraiment de charges déductibles, Et tu ouais, faut rentres dans la réinvestir. spirale de l'investisseur qui est C'est soit terrible. réinvestir, soit opter pour une autre option. Et c'est un Et mal pour donc, un bien peut-être. comment? C'est un mal pour un bien peut-être Peut-être finalement, que s'il n'y avait pas eu au cette final. problématique fiscale, j'aurais peut-être C'est pas ça qui fait est. autant. Ouais, ouais, Donc tout à fait, ça encourage à ça, c'est continuer. fort probable. Donc voilà, donc j'ai toujours cette casquette d'investisseur immobilier parce que j'adore ça, j'en suis passionné. Et donc je continue et puis j'opte pour des stratégies en fonction de mes besoins à moi fiscaux, patrimoniaux. Et après, j'ai le deuxième volet qui est celle d'acheter des immeubles, de les découper, de créer des Ouais, copropriétés pour les revendre à la découpe avec ou non des dispositifs fiscaux, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça, c'est sur ma structure d'exploitation que je le fais. oui. Et donc ça, c'est pareil, c'est pour permettre à une clientèle d'investisseurs que nous, on a au cabinet, qui n'a pas forcément ni le temps, ni l'envie, ni l'énergie de se former à l'immobilier pour aller chercher des biens qui correspondent parfaitement à leur Hmm. situation et de maîtriser la fiscalité, et qui nous connaissent, qui sont clients maintenant du cabinet depuis plusieurs années, et qui nous ont dit, Mathieu, ça y est, maintenant on veut franchir le cap de l'immobilier, et Ouais, donc qui nous disent, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse au vu de notre situation? On a deux enfants, on a tant de revenus, on est sur telle tranche d'impôt, ouais. qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous, ça, c'est une grosse partie de notre clientèle aujourd'hui qui viennent. Et donc, sur nos immeubles, on regarde exactement Sur leur mesure. situation et en Ouais, c'est bien. fonction, on leur crée un appartement et on va faire soit de la location nue ou meublée, opter ou non pour un dispositif fiscal, de Ouais, manière à vraiment rendre l'appartement qu'ils ont déjà acheté au bon prix sur un bel immeuble. ouais. On fera des petites vidéos sur les immeubles qui vont arriver Ouais, bientôt. franchement, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, On parce va qu'il y un a de, tournage qui va être ouais, ouais, prévu, on qui a va vraiment être deux, cool. deux projets qui ont été clôturés, tout est vendu, mais qui, Ouais, qui, qui c'est vont, top. qui vont vraiment avoir beaucoup de sens. Et il me tarde de pouvoir Hyper technique, vous montrer justement. tout ça. Ouais, Beaucoup de ouais. valeur Et c'est dans ça les qui est. vidéos à Et apporter. c'est là où même je prends c'est affreux à dire, mais où je prends Et du ouais. plaisir. Plus il y a Mais de la non, au contraire, c'est complexité, plus il cool. y a de la technique. Ah ouais. Et puis j'ai C'est l'impression le que côté sur sadomaso, ouais. tous les. Ouais, c'est ça, un peu taré. Et puis sur tous les immeubles que l'on fait, j'ai l'impression, plus ça va, plus on grossit en montant, plus je grossis en montant d'acquisition. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est alors bien et des fois un peu stressant, hein, mais c'est qu'on découvre toujours des nouveaux problèmes et on apprend toujours des choses. Et c'est ça qui me plaît également dans ce type d'investissement.
On devient de plus en plus à l'aise aussi. Ouais. Comme tu dis, les problèmes, on les appréhende différemment, avec plus de recul. Au début, quand tu as commencé à investir, je pense que c'était comme moi. Au début, on a plein de peur. Ah On bah se dit, oui. est-ce qu'il va y avoir des impayés? Est-ce qu'il va y Mmh. avoir des dégradations? Est-ce que je vais arriver à louer? Moi, aujourd'hui, les barrières sont quasi toutes Ah oui. tombées, en fait. Et effectivement, du coup, on peut se permettre Mmh. de se positionner plus rapidement sur des projets plus gros, plus complexes. On prend du recul avec tout ça, c'est normal, hein. Au Ouais. début, quand on commence, on a plein de freins, plein de peurs. Mmh. Euh, et en face, il faut essayer d'avoir des réponses Mmh. rassurantes. Et d'ailleurs, c'est ce que j'essaye de faire d'ailleurs dans mon dossier bancaire, hein, pour obtenir les financements, c'est d'avoir une maîtrise du risque la plus complète possible pour justement apporter des arguments concrets à la banque Mmh. en face de chaque objectivité. Donc, Mmh. par exemple, loyer impayé, bon, on peut mettre une assurance en place. Dégradation, pareil, il y a une assurance qui est en place. Les DPE, est-ce que vous avez anticipé les futures réglementations? Oui, bien sûr, j'ai les DPE projetés, j'ai les devis travaux qui sont en face, Mmh. etc., etc. Et comme ça, on peut arriver comme ça à vraiment quasi tout sécuriser. Bon, moi, si vous me suivez, vous savez, je suis un grand fan addictif de l'investissement immobilier. Euh, on pose souvent la question quand s'arrêter, mais en fait, quand on aime ça et que ça se développe bien et que ça fonctionne bien, Mmh. j'ai envie de dire pourquoi s'arrêter? Mmh. C'est pas l'idée d'avoir une accumulation de richesses, c'est surtout d'avoir du temps et de faire quelque chose qui nous plaît. Mmh. Et c'est pour ça qu'on continue à acheter, à lever des fonds et à multiplier les projets. Et comme tu dis, moi, l'immobilier, moi, franchement, je suis focus immobilier parce que j'y crois sur le très long terme. C'est stable depuis de très nombreuses années. Même si les prix peuvent baisser un peu, Mmh. ils peuvent remonter aussi également. Euh, et les revenus locatifs ne sont pas forcément corrélés au prix de l'immobilier. Mmh. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et comme moi, j'ai passé plusieurs phases, parce que j'investis depuis 2010, avec des taux qui étaient hauts, qui sont devenus bas, qui sont remontés, les prix de l'immobilier qui ont fluctué un petit peu, mais je me suis rendu compte que sur les périodes un petit peu plus complexes où on avait des taux qui étaient hauts, finalement, il y avait moins d'acheteurs, il y avait plus de demandes locatives, parce qu'il y avait Mmh. moins de personnes qui pouvaient être propriétaires, Mmh. et donc les loyers augmentaient et compensaient finalement cette remontée des taux. Exactement, ouais. Donc ça s'adapte à chaque Ouais. période, parce que l'immobilier, je veux dire, c'est un besoin Mmh. Mmh. fondamental. On a besoin Et de se loger, puis, on a besoin de se nourrir. puis, Voilà, on va pas c'est tous finir dans la rue c'est exactement sans ça rien. et c'est ce que je disais avec un client, en rigolant, on en plaisantait, mais avec ce qui s'est passé, ces hausses de taux, on aurait pu dire: «L'immobilier est mort» ou autre et moi je lui ai dit au contraire, en Bah ouais, rigolant, hein, bien sûr, il y a surtout moins de que concurrence. et puis même je lui ai dit: «J'ai gagné un appartement» et il me dit, donc il m'a regardé quand je lui ai dit ça et il me dit: «Mais comment ça, tu as gagné un appartement?» Et beh, on a gagné un appartement parce que le fait d'avoir investi, pareil, avec des taux très bons et il y a déjà Ouais, plusieurs années, quand je regarde avec comme tu l'as dit, il y avait une forte demande locative vu qu'il y avait moins de gens qui avaient accès bien à sûr. l'emprunt. Les banques avaient un petit peu coupé Ouais, les ouais, vives ouais. et du coup, beh, forcément, il fallait bien que ces gens-là se logent Ouais, et donc, pour se loger, s'ils ne pouvaient pas acheter, ils étaient obligés de s'orienter vers de la location et mécaniquement, ça a fait ça fait monter les grimper prix. quand même les prix des loyers de manière assez significative et quand on était multi ou on est multi-investisseur et qu'on a des départs de locataires et qu'on revalorise ses loyers en fonction de la période et de la Ça, on demande, l'oublie, mais c'est super j'ai de j'ai revaloriser. quasiment eu un loyer d'un Ah ouais. appartement en plus. Donc en rigolant, on disait: «J'ai gagné un appartement», Mais ouais, c'est sûr. bien sûr, en plaisantant, mais avec cette revalorisation de loyer et donc c'est pour ça, tu dis l'immobilier, quand les taux étaient bas, on achetait bien, on avait du même pour certaines fois du cash flow, des choses comme ça. Quand les taux sont devenus hauts, on a pu Ouais, revaloriser les loyers et mécaniquement, on se rend compte que même les prix de l'immobilier, même si les taux sont redescendus un petit peu maintenant, les prix de l'immobilier n'ont pas forcément beaucoup baissé. Alors certaines villes ont non. été un peu plus impactées, mais ce qui était toujours pareil, je reprends souvent ce terme-là sur du patrimonial, j'ai Ouais, pas connu de réelle baisse sur non, pas ce du tout. type d'immeubles-là, quoi, donc Entre les infos qu'on voit à la télé avec les baisses annoncées et la réalité qu'on voit sur le terrain, parce qu'avec Projet Locatif, on fait des projets sur toute la France, donc on a quand même un regard au niveau national. On fait 200 projets par an pour des clients, donc on se rend compte vraiment sur le terrain, les prix n'ont pas baissé. Pour les biens rentables de qualité, dans des petites et moyennes villes, il y a une demande qui est tellement forte que les prix n'ont pas baissé et resteront stables. Donc non, je crois beaucoup à l'immobilier. Mais pour en revenir à ta stratégie d'investissement, oui. toi, tu as une stratégie différente. Tu as fait peu de crédit, justement, et tu as beaucoup
acheter aussi avec tes fonds propres. C'est le comble du courtier quand même. Hein. Ouais, mais exactement, mais carrément. T'es Carrément, courtier, tout à fait. Et justement, mais parce que tu avais un objectif derrière, justement, d'être libre aussi financièrement. Donc, c'est intéressant de partager cette stratégie. Et après, bien sûr, maintenant, tu utilises aussi les effets de levier qui sont très puissants. Mais dans la chronologie aussi, tu as toute cette période où tu as acheté, parce que tu as quand même bien gagné ta vie aussi dans une première phase de vie. Et au lieu d'utiliser des effets de levier, tu t'es dit, finalement, je vais acheter, content, et je vais me dégager psychologiquement du temps et être libre. Est-ce que c'était ça ta philosophie, ta vision? C'est un petit peu ça. Alors pareil, encore une fois, ça s'adapte pas à tout le monde et il faut bien prendre ça avec des pincettes. Mais moi, ma vision, ça a été que j'ai eu l'impression un petit peu d'être pas un imposteur, mais je suis arrivé dans un monde du commercial, de la menuiserie, où très tôt, j'ai eu une responsabilité. Je gagnais, on peut en parler, entre 5 6 000 euros par mois avec véhicule de fonction et tout, à l'âge de 19, 20 ans, 21 ans. C'est sûr. Donc, et puis avec l'éducation que j'ai reçue, la quasi-totalité de cet argent-là a été placé. Donc, effectivement, ça m'a permis de me constituer un capital. Peu de Et dépenses. puis, comme j'avais pas statut de l'imposteur, mais pas loin, où je me disais, c'est éphémère, ces revenus, parce que j'avais des très bonnes conditions de rémunération et tout, je me disais, ça peut pas durer ad vitam aeternam. Et du coup, je me suis dit, je vais placer. Et j'ai voulu acheter mon premier bien dans le but de me dire, voilà, je sais que j'aurai plus ces revenus-là peut-être toute ma vie. Donc, commençons j'ai acheté un premier bien cash, un deuxième aussi pour me dire, voilà, ça compensera un peu. Et si je reviens sur des salaires normaux, peut-être que voilà, ça pourra pallier un petit peu. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que même quand j'ai arrêté dans le domaine du commercial de l'isolation, j'ai repris un nouveau job et puis vu que, encore une fois, j'étais animé par ce que je faisais et ça me plaisait, je l'ai fait et puis j'ai eu des bons résultats. Mais il y a encore quelques années, j'étais encore dans cette phase-là où je me disais, j'investis et plutôt que de dépenser, je me suis toujours fait plaisir et toujours offert ce que je voulais, mais j'avais pas besoin d'enrouler avec la dernière voiture ou autre, même si maintenant, effectivement, je m'en cache pas, je me fais davantage plaisir, mais malgré tout, Mais t'as attendu longtemps. voilà, j'ai attendu très très longtemps, c'est mon éducation et encore une fois, je remercie mes parents pour tout ça. C'est hyper important. Et du coup, ça m'a permis de capitaliser et aujourd'hui, effectivement, je suis dans une situation qui est beaucoup plus confortable, ça c'est clair, où j'ai pu investir. Donc, contrairement à beaucoup qui partent de rien et qui investissent pour aller chercher du cash flow sur de la coloc ou autre, moi j'ai eu une trajectoire un petit peu différente, effectivement. C'est que j'ai utilisé l'immobilier comme source d'investissement suite aux résultats que j'avais sur mes sociétés d'exploitation. Et parce que je trouvais que c'était une bonne stratégie d'investissement. J'ai pas fait que ça, mais c'est en grande partie l'immobilier sur lequel j'ai investi. Ce qui est hyper intéressant, c'est que justement, tu as eu, grâce à ton éducation, tu le dis bien, cette intelligence de ne pas augmenter ton niveau de vie en fonction de ton salaire. Et ça peut être un des gros pièges aussi, où quand on commence à gagner un peu d'argent, en plus tu étais jeune, souvent on a envie de cramer, quoi. Ouais, tout à fait. De flamber. Et toi, tu as réussi à avoir cette intelligence financière, de placer une grande partie, de maintenir un niveau de vie correct. Concrètement, j'ai jamais manqué de rien, je me suis jamais privé de rien, mais effectivement, mais t'as pas monté. Mon éducation a fait que je me suis pas non plus envié de plus, en fait. Ouais, mais ça c'est hyper important. Ça vaut tout l'or du monde. Ça, j'en vois beaucoup, des investisseurs, des entrepreneurs, dès qu'ils gagnent beaucoup, ils montent leur train de vie. Et puis après, par contre, s'il y a un problème et qu'ils doivent réduire, moi, j'ai peur de ça. J'ai un niveau de vie pareil qui est correct, qui est bien, mais j'ai peur de monter parce que je sais que dans l'autre sens, on peut plus le faire. Ou c'est très compliqué. Donc, je préfère y aller progressivement et attendre longtemps. Et je pense que c'est hyper important de faire, de faire comme ça pour sécuriser, plutôt que monter. Mais on peut avoir tendance comme ça à vouloir se faire plaisir trop vite, trop tôt. Ça un des gros pièges, parce que gagner beaucoup c'est bien, mais savoir bien le gérer c'est aussi important, parce que sinon vous le resterez pas. Exactement. Donc c'est ce qu'on veut, c'est le rester longtemps et surtout être libre. On parle d'argent, mais c'est surtout la liberté, le temps qui est pour moi la plus grande des richesses. Et ça, moi, c'est ma plus grande hantise, c'est de le perdre et de plus avoir cette liberté. Exactement. Donc comme j'ai peur de ça, on anticipe pour rester dans cette situation qui est une situation hyper idéale. Quand on a du temps et tout, c'est trop bien, quoi. Exactement. Sur cette partie fiscale, ouais. Je te coupe, mais sur cette partie fiscale, est-ce que tu as réussi à optimiser, puisque tu as payé pas mal de biens comme ça, comptant, est-ce que tu as réussi à optimiser, ou tu payes beaucoup d'impôts, comment tu t'es organisé? Non, le but, puis d'autant de plus de par mon activité, ça aurait été le comble. Déjà, je fais pas de crédit, si en plus je paye des impôts, c'est que faut arrêter de m'écouter, j'ai rien compris. Justement, mais ça peut être dans l'esprit de se dire, on paye un bien comptant, de suite on est défiscalisé, mais nous, on a beaucoup de clients aussi chez Projet Locatif qui payent cash. D'ailleurs, il y a l'impôt sur la fortune qui arrive pour justement les placements passifs, donc autant le mettre
dans un actif qui va rapporter plus de 8-9% de rentabilité. Exactement. Mais si c'est pour que ce soit tout pris par la fiscalité, Non, ça, c'est c'est clair. dommage. Et puis en plus, d'autant plus quand j'ai démarré, j'avais une part fiscale. Enfin, je veux dire, c'est Mais là oui, où j'étais assujetti le plus à l'impôt et aux prélèvements sociaux qu'on ouais, retrouve aussi sur les loyers. Donc non, bien évidemment, j'ai utilisé au début les statuts classiques du loueur meublé non professionnel jusqu'à arriver à un certain plafond. Puis après, ok. j'ai fait régulièrement aussi du déficit, et c'est ce que je disais tout à l'heure, je réinvestissais en permanence. Et ce qu'il y avait de bien, c'est que, et ce qu'il y a de génial, c'est que pareil, un petit peu comme ce que tu disais tout à l'heure, j'ai quasiment, ou je payais très très peu d'impôts sur le revenu au vu des revenus Ouais, que j'avais, parce que on optimisait avec du déficit et du loueur, et vu que j'avais payé des biens cash, je vivais de mes rentes immobilières, ah, donc c'est j'avais pas super. besoin de me tirer d'autres revenus ailleurs, donc j'avais pas non plus d'impôts sur le revenu, et sur ceux que j'avais, ils étaient optimisés. Et donc ça permet forcément, quand on le fait bien et intelligemment comme ça, ça permet aussi d'aller plus vite, hein, et on va pas se Ouais, mentir. ouais. Et du coup, tout ce qu'on redonne pas en impôts, on peut le capitaliser pour pouvoir le réinvestir derrière. Et donc voilà. Donc non, par contre, effectivement, j'ai fait peu de crédit, même si j'utilise, et d'autant plus maintenant, cet effet de levier. Mais Ouais. par contre, la fiscalité a toujours été optimisée. Alors, on va pas le dire trop fort, hein, mais Mais non, mais c'est normal, c'est ce que tout le monde fait, mais hein. bien Il y a sûr, il y a pas, voilà, pas, il y a on fraude pas, hein, on fraude voilà, pas tout du à tout. Au fait, contraire, on vient utiliser des dispositifs, et exactement. puis mes choix d'investissement étaient faits en corrélation avec le droit commun, avec les dispositifs mis en place. Donc voilà. Je trouve que c'est difficile d'anticiper un statut. J'ai beaucoup de personnes qui cherchent un statut. Je veux faire du LMNP, je veux Mm, faire du déficit foncier ou je veux faire de la SCI-LIS avant d'avoir trouvé le bien. mm, C'est un peu mettre la charrue avant les bœufs pour moi parce que en fait, ça va dépendre du bien qu'on trouve mm. et on trouve toujours le bon endroit, le bon statut une fois qu'on a le bien. Et donc ça, c'est en fonction bien sûr de chaque situation, en fonction de votre revenu fiscal de référence. Vos objectifs aussi, est-ce que c'est pour garder sur le long terme ou est-ce que c'est pour revendre finalement assez rapidement? Et effectivement, en fonction du bien qu'on va trouver. Est-ce qu'il va y avoir des travaux? Est-ce qu'on va pouvoir faire du meublé? Etc. Mais en fait, si vous partez à l'envers du statut pour faire votre investissement, vous risquez de vous tromper. Comme tu l'as dit, il y en a Mm. qui choisissent finalement de faire des économies d'impôts alors que c'est pas du tout adapté. Là, par exemple, si vous choisissez de faire du meublé parce que vous voulez utiliser absolument le statut du LMNP, mais que sur votre secteur, c'est pas adapté, ben, vous allez vous planter en fait. Donc, il vaut mieux se coller au secteur. Regardez la stratégie d'investissement que vous avez par rapport à votre situation fiscale et vos objectifs. Et en fonction, on trouve des bons statuts. Mais dans l'immobilier, grosso modo, franchement, c'est assez simple à appréhender, Oui. hein. Il y a du déficit foncier, s'il y a des travaux. Mm. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de biens en déficit foncier, en nom Oui, bien propre. Il y a sûr. une époque où on pouvait beaucoup investir Mm. effectivement en nom propre parce qu'on avait un calcul de taux d'endettement Mm. différentiel. Ce qui est un peu moins le cas maintenant en banque, hein. C'est Mm. ce qui est plus. Alors, il y a les intérêts de la banque. J'ai oublié. Je devrais le mettre dans la case aussi du statut fiscal parce que c'est des fois la banque qui décide presque le Ouais. statut fiscal. On essaye de se coller Mm. aussi aux demandes de la banque pour outrepasser un petit peu les règles et les restrictions des banquiers. Donc actuellement, la SCI, LIS est bien privilégiée par les banques. Et après, on a le LMNP ou Ouais, la la SCI, SRL de LIS. Donc famille aussi, qui peut avoir du sens dans la certains cas. SRL de famille, Tout à fait. effectivement, très bonne remarque, tout à fait. Donc, Donc toi, tu as jonglé un peu sur tous les statuts. Ben, c'est exactement ce que j'ai ouais. fait. J'ai un peu de LMNP, du déficit foncier, de la De toute SCI, façon, quand LIS. tu commences à en avoir plusieurs, tu es obligé de jongler, hein, parce que sinon, si tu es que sur Tout un à seul et fait. même statut, déjà, souvent, tu dépasses des plafonds, et donc Ouais, tu passes sur d'autres statuts qui peuvent, dans certains cas, être moins favorables. exactement. Et en plus de ça, voilà, pour pouvoir jongler, c'est un peu les vases communicants, hein, donc, et en fonction, Mm. on va Ouais, faire ses investissements en fonction des autres exactement. investissements qu'on a. Et puis, ce qu'il y a de bien en France, on a quand même plusieurs opportunités fiscales. On peut être en location nue, et quand on a utilisé son déficit, basculer sur de la location meublée. Ouais. On peut être sur une SCI à l'IR pour Ça, c'est venir hyper intéressant ce que tu viens de utiliser dire. du. Ouais, ouais, on peut démarrer sur une SCI à l'IR. Des fois, des gens qui ont des gros revenus, même à titre perso, le déficit, quand ils font beaucoup de travaux à l'IR, Oui, les années où c'est facturé, peut s'imputer le déficit dans la limite de 10 700 euros, voire même de 21 400 euros, ouais, en fonction des lettres de DPE gagnées, peut ouais, s'imputer sur ses revenus d'activité. Moi, j'ai eu un client exactement. dernièrement qui était sur une tranche d'impôt à 45%. Les 2 premières années où on a fait ses travaux, on a imputé 21 400 à 45%. On lui a déjà fait faire Super. 9 000 euros de réduction d'impôt C'est énorme. sans qu'il ait rien eu à faire. Et Ouais, derrière, je on l'ai va fait aussi, avoir c'est du top ça. déficit sur la SCI à l'IR. Ça, on peut le faire qu'à l'IR. Ouais, On va avoir du ouais, déficit qu'il va pouvoir utiliser pendant encore 3 4 ans, le temps de venir gommer les loyers qu'il a sur le bien qu'il a acheté, plus sur les autres biens qu'il a en location nue ou en SCI à l'IR. Et exactement. après la SCI à l'IR, on peut tout à fait opter pour la basculer à l'IS. Donc voilà. Exactement, Donc il y a exactement. plusieurs options comme ça. Et donc c'est toutes ces stratégies-là qu'il faut bien étudier, bien réfléchir en amont pour faire d'un investissement qui soit le plus optimum possible.
Ouais, tout à fait. D'ailleurs, restez bien branchés sur la chaîne. Je vais accueillir un avocat en droit fiscal aussi, où on va traiter des sujets un petit peu plus complexes pour ceux que Mmh. ça intéresse, justement, où on va parler de montage un peu plus avancé. Mmh. Par exemple, le rachat de parts de SCI. Et actuellement, c'est assez intéressant Mmh. parce qu'il y a des SCI qui ont eu des emprunts avec des taux assez bas. Mmh. Et donc, nous, on le voit, il y a de plus en plus de transactions de rachat de parts de SCI. On ne rachète pas le bien, on rachète Mmh. les parts de SCI, mais ça sera un des Ouais. prochains invités. Donc, Très n'oubliez pas pertinent de ça, vous très abonner. très pertinent ça dans la conjoncture actuelle donc ouais, Excellent. ouais, on reprend Franchement, donc là, avec l'actif et le l'avocat qui passif a et l'habitude ça a justement beaucoup de à sens quoi ça. faire Mmh. attention, comment évaluer la valeur des Mmh. parts, Mmh. Mmh. justement le transfert du prêt, comment ça Mmh. se passe concrètement, Exactement. la partie caution. Il y Mmh. a pas mal de, Et de oui, oui, tout à fait. spécificités Ah ça, et ça peut être l'impact très, très fiscal pertinent, pour le à l'heure vendeur actuelle. et pour l'acheteur. Exactement. Donc on va traiter tout ça. Donc n'oubliez pas de Mmh. vous abonner, d'activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. On parle d'arbitrage et justement de patrimoine. On se demande souvent à quel moment revendre, racheter, Mmh. se racheter à soi-même. Dans cette vision un petit peu d'arbitrage sur le long terme de patrimoine, quelle est ta vision? Toi, à quel moment le faire? Quels conseils tu pourrais donner à des personnes qui se posent la question de peut-être arbitrer leur patrimoine, peut-être revendre? À quel moment le faire? Mmh. Pourquoi? Comment? Si tu as des grandes lignes comme ça à donner, des questions peut-être à se poser Oui, 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 ça c'est, quand on veut... alors ça sur les arbitrages comme ça patrimoniaux vraiment je dirais que c'est propre à chaque cas. Ouais, Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu. Il y a, peut-être quelqu'un qui va arriver à la retraite, qui va avoir une baisse de revenus, qui a besoin d'un capital pour solder son prêt parce qu'il sera plus en capacité avec ses revenus à la retraite de solder son prêt. Ça peut être on a eu le cas des fois des gens qui ont eu un beau patrimoine, qui vont arriver à la retraite et peut-être pourquoi pas effectivement le revendre à une structure type SCI. ouais, tout à SCI qui fait. peut être démembré avec les enfants pour, optimiser au maximum les droits de succession. Ça peut être très pertinent, on le voit souvent, hein. Des personnes qui arrivent, qui ont accumulé un beau patrimoine, qui vont Ouais, l'apporter à la SCI, soit le vendre et qui soit récupèrent du cash pour, la SCI refait un emprunt, hein, du coup, exactement. et eux donc le vendeur récupère, la somme, Exactement. le montant de la vente. La SCI refait un prêt, cette même SCI va avoir des intérêts de prêt, ce qui va lui régénérer des charges déductibles. Cette même Exactement. SCI peut être démembrée avec des enfants, par exemple, de manière à optimiser la transmission. Donc là, ça peut avoir du sens parce qu'on recrée des charges sur la Exactement. SCI, donc on optimise la fiscalité de la SCI et on optimise également la transmission de son patrimoine. Ça, c'est Donc très ça bien. ça, ça peut être, voilà un premier point. On a même eu des fois des gens qui arrivent à la retraite, mais ça je pense que ça sera plutôt le thème de l'avocat fiscaliste que tu vas recevoir, parce que là on rentre sur des montages un petit peu plus compliqués à expliquer comme ça lors d'un podcast, mais Ouais. plutôt que des fois de vendre à la SCI, on peut l'apporter simplement à la SCI et du C'est coup c'est hyper un intéressant apport aussi en ça. compte courant et du coup Exactement. quand on apporte, je sais pas 300 000 € à sa SCI, la SCI vous doit en tant que vendeur 300 000 € et donc on peut faire en sorte, notamment si la SCI est à l'IS et que les amortissements viennent gommer les loyers de la SCI, on peut faire en sorte que la SCI ne génère pas d'impôt sur les sociétés et tous les mois, on peut mettre en place On récupérer une partie de son récupère. compte courant comme du revenu non fiscalisé. Ça peut être une option aussi quand on arrive à la retraite, on peut, voilà, opter C'est pour super. ça. Comme ça fait des compléments de revenus à la retraite sans aucune Sans aucune fiscalité. fiscalité, On c'est a ça qui est top. apporté ça à une SCI qui potentiellement a pu être démembrée pour optimiser également la transmission de son patrimoine et le tout sans aucune fiscalité parce qu'on a opté pour l'IS et du coup l'amortissement fait que les loyers ne sont pas imposés. Donc, encore une fois, il existe plein de Mmh. solutions. Le but, c'est pas de vous noyer avec tout ça, mais c'est vraiment de Ouais, faire une j'espère qu'on vous a étude. pas perdu là. J'espère qu'on vous a pas perdu, mais en tout cas, c'est des solutions hyper Mmh. pointues et très intéressantes. Le démembrement, c'est la séparation de la nue propriété et l'usufruit, donc la Mmh. pleine propriété d'un bien, hein, c'est l'ensemble, c'est la nue propriété et l'usufruit. Et effectivement, quand on donne finalement la nue propriété à ses enfants en début de prêt, en début d'amortissement, la valeur est moindre, ça permet de la transmettre sans fiscalité Mmh. et on peut bénéficier de l'usufruit, Mmh. donc des revenus On perçoit les complémentaires, fruits, ouais, exactement. voilà, sur la partie Mmh, mmh, usufruit. Et au moment du décès, bah, cette partie usufruit revient automatiquement du à vos propriétaire. enfants, aux nus propriétaires. Donc là, effectivement, c'est la stratégie patrimoniale de Mmh. transmission Mmh. hyper intéressante. Et sur le sujet que tu as abordé, d'apporter le bien à une SCI, Ouais, ouais. là, c'est pareil, c'est hyper intéressant. Donc là, pour y aller plus dans le détail, c'est compliqué sur un podcast, Mmh. mais vous apportez le bien à la SCI. Et effectivement, tous les mois, vous récupérez finalement les loyers sans fiscalité C'est pendant oui, parce que c'est du peut-être compte courant, en fait, 15 hein, ans, qu'on 20 récupère. ans, des comptes Exactement. courants, Ouais, qu'on récupère. pour récupérer finalement la valeur de l'immeuble que vous avez amené Mmh. en apport dans la SCI. Il y a plein de Il y a solutions. plein de En solutions, fait, ouais.
Et puis, tu vois, là, on évoque la SCI à l'IS, il y a aussi les revers de la médaille, hein. Attention, tout n'est pas toujours tout beau avec la SCI à l'IS. Il y a aussi des amortissements qui font que comptablement, le bien Ouais, voilà, vaut moins à l'arrivée dans le cas d'une transmission. Mais encore une fois, voilà, tout est à étudier. ouais. Mais il y a quand même on a quand même la possibilité en France, si on optimise bien une situation, de la rendre quand même plutôt très confortable. Ouais, c'est très vaste en Ouais, fait, ouais, les exactement. possibilités, on les connaît pas toutes et moi j'en apprends aussi Mmh. beaucoup, hein. D'ailleurs, le fait d'apporter, effectivement le bien à la SCI, bah, écoute, c'est toi qui m'as appris ça. Ouais, ouais. C'est vrai que je connaissais pas spécialement ce montage-là et je l'ai trouvé, très intéressant, très pertinent Mmh. selon les situations. Je trouve que Quelqu'un c'est qui a pas vraiment pas mal. forcément, voilà, besoin de cash tout de suite, eh beh, il l'apporte à sa Complètement. SCI, donc voilà, ça Super. fait partie des Moi, petits tips comme ça qui j'ai peuvent fait un petit, rachat à moi-même, mmh, de 2 immeubles que j'avais achetés au tout début en mmh, 2013. Donc là, c'est pareil, c'est assez intéressant au bout d'un moment, une fois qu'on a commencé à amortir. Alors, on va se poser la question à partir de 5 ans, mmh mh. parce que c'est que sur les premières années, on va amortir les frais notaires, on va amortir les frais d'agence, et cetera. Bon, et au bout de 5, 6, 7 ans, effectivement, on peut se poser la question d'une revente, d'arbitrer, de récupérer de la trésorerie, pour repartir sur d'autres projets. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui est demandé en banque, c'est de l'apport, Mmh. et de l'épargne. Donc ça, en ce moment, les banquiers sont assez regardants sur le sujet. Donc, ils sont tentés de nous conseiller, de nous orienter vers des reventes de biens. D'ailleurs, pour tous ceux qui souhaitent arbitrer leur patrimoine et revendre des biens, sachez que toute notre équipe projet locatif peut vous aider à arbitrer votre patrimoine et vous revendre les biens d'investissement locatif avec un regard spécialisé, bien sûr, d'investisseurs. Voilà, petite pub en passant. Mais moi, je l'ai fait donc pour moi et effectivement, c'est ma banque qui m'a financé les premiers Mmh. biens, qui m'a refinancé les biens, donc je les avais achetés en nom propre. Mmh. J'avais fait du déficit foncier. Et effectivement, au bout d'un moment, j'avais épuisé le déficit foncier. Je me suis dit, ces immeubles, ils sont super. Mmh. J'ai pas envie de les revendre, j'ai envie de les garder dans mon patrimoine. Donc, je vais effectivement aller voir la banque pour me les racheter. Bon, je suis allé voir la banque, j'aurais dit, écoutez, je veux générer du cash. Ouais, ils ont dû Je veux adorer. faire de la Ils trésorerie. ont adoré, c'est certain. Ils ont adoré. Ils m'ont dit, monsieur, on n'est pas là pour vous faire gagner de l'argent. Ouais. Ah bon, d'accord, ok. Ouais, et puis On est là même pour en même gagner. même d'un point de vue fiscal, s'il y a qu'un, Tout à si fait. ça peut être qualifié, hein, s'il y a qu'un Exactement. but de dégager du cash, Ah ça oui, peut ne oui. pas être bien apprécié. Alors Si qu'à c'est... l'inverse, si c'est dans le but d'optimiser, d'anticiper une transmission de patrimoine, il y a d'autres Exactement. objectifs que de dégager du cash et là, c'est plus Voilà. difficilement requalifiable. Et donc en fait, effectivement, moi c'est comme ça qu'on apprend en fait, c'est en Mmh. faisant les choses et j'ai tenté une approche différente et effectivement c'est exactement ça. On parle jamais quand on fait un rachat soi-même de générer de la trésorerie. On parle d'un aspect transmission Mmh. pour intégrer mes enfants sur le long terme dans une Mmh. SCI, c'est plus simple parce que je pourrais facilement leur transmettre des parts. Mmh mh. L'aspect fiscal, voilà, j'avais du déficit foncier, j'ai plus de déficit foncier. J'ai un conseil de mon avocat, regardez, j'ai un document, c'est mon Mmh. avocat qui me conseille de créer. Les banques adorent les documents officiels, hein. Mmh. Tout ce qui est documents tamponnés, notaire, avocat, allez-y franco, les banques adorent. Mmh. L'avocat fiscaliste me conseille, mon notaire sur ma stratégie patrimoniale me Mmh. conseille, etc. Et donc effectivement, si ça génère un peu de trésorerie, ben pourquoi pas, mais c'est Mmh. pas vraiment, c'est sur le plan Ouais. secondaire. Et effectivement, ça s'est très bien passé. En général, les banques demandent des Mmh contreparties. mh. Donc, sur l'évaluation des biens, je vous conseille de passer par des professionnels pour faire des évaluations les plus justes possibles. Ils vont pas refinancer 100%. Moi, ils m'ont refinancé 80% de la valeur des biens, ce qui est déjà pas mal. Déjà très Ce bien. qui permet voilà, de mettre un petit apport, on va dire, fictif. Et ils m'ont demandé de payer les frais notaires. Donc, ça réduit un petit peu le refinancement, etc. Et en contrepartie, un petit nantissement Mmh aussi mh. des sommes générées. Mais ça, c'est pas très grave parce que quand on va refaire des financements, on peut montrer la trésorerie qu'on a et les Mmh. banques ne demandent pas si finalement les sommes sont nantis ou pas nantis, ça se voit pas. Mmh. Donc voilà, donc ça génère de la trésorerie, il faut bien le faire. Il faut comprendre effectivement les contreparties qui peuvent être demandées. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça s'est plutôt bien passé et c'est intéressant quand on a besoin justement de générer de la trésorerie parce que plus on avance, plus votre matelas de sécurité de trésorerie exigé par la banque Mmh. va être important. Ils en ont jamais assez. Ah oui, c'est clair. On sait que ça rapporte pas trop, mais en fait, c'est de l'argent qui est productif indirectement parce que grâce à cette épargne, vous allez pouvoir lever des fonds. Exactement, exactement. Et donc, non, non, tu tout très bien résumé. Le petit point où il y a un point de vigilance, on parlait de déficit foncier aussi. Quand on réarbitre du patrimoine, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le déficit foncier, beh, c'est chouette parce qu'on vient déduire de ses revenus fonciers, voire même un certain montant qui peut être imputé sur vos autres revenus d'activité. Ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que c'est des charges qu'on a déduites et qui réintègrent le calcul aussi de la plus-value à la revente. Donc,
quand on doit arbitrer du patrimoine, il faut prendre aussi cet aspect-là en compte du déficit qui a été imputé. Parce qu'il y a une plus-value qui peut être calculée sur les travaux qui ont déjà été déduits. On ne peut pas les déduire en amont de ses revenus fonciers et les réintégrer, les rajouter à son calcul pour la plus-value, quoi. Donc voilà, ça fait partie des petits points que l'on regarde aussi pour un cas d'arbitrage, quoi. Exactement. C'est pour ça que quand je dis la vision long terme, il faut l'avoir, ça va dépendre de votre statut. Parce que par exemple, si vous envisagez de revendre le bien rapidement, il va peut-être être plus judicieux de ne pas déduire vos travaux en déficit foncier ou d'ailleurs en meublé. On peut faire du micro si vous avez un objectif de revendre. Et à ce moment-là, on pourra les réintégrer au moment de la vente. Et dans ce cas-là, c'est peut-être plus intéressant, effectivement, de ne pas les déduire sur les revenus, mais plutôt les réintégrer au moment de la vente. Donc c'est pour ça que c'est des petites questions à se poser. Bon, des fois, on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout, mais c'est bien d'essayer d'y réfléchir dans sa stratégie globale. Ben écoute Mathieu, franchement je pense que ça fait un bon épisode, hein. Ouais, ça fait un petit moment. J'ai pas vu quand est-ce qu'on avait commencé. Donc ouais, je pense que ça fait plus d'1 heure, hein. D'accord, ok. Ah oui, quand même. Je pense que ça doit faire 1h15, 1h20. Ah oui, à ce point, ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Voilà, ok. 1h15, Ok. merci pour l'info. Donc voilà, écoute, on a passé un très bon moment. Et J'espère que ça a servi à beaucoup de personnes pour tout ce que tu peux apporter en termes d'information, fiscale, stratégie. Enfin voilà, je voulais que tu puisses partager ton expérience. D'accord. Merci pour tout ce que tu peux apporter. Merci à toi pour l'invitation, merci à toi pour la collaboration. J'en profite pour remercier aussi l'ensemble des acteurs de projets locatifs et des clients qui nous ont fait confiance. Il y a encore de nouveaux projets, beaucoup d'autres choses qui arrivent, donc restez vigilants. Ouais. Et puis moi, de mon côté, vous avez mes coordonnées, donc s'il y avait des questions ou autres, je suis tout à fait joignable. Je pense que vous l'avez compris, j'aime beaucoup ce que je fais, j'ai une chance inouïe, j'en suis passionné. Et c'est pour ça que même tout à l'heure, on évoquait une certaine liberté potentielle financière, mais je prends tellement de plaisir à faire ce que je fais que je ne vois pas pourquoi je m'arrêterais. Donc voilà, donc n'hésitez pas s'il y a des questions à me solliciter, ce sera avec vraiment un grand plaisir. Merci de te rendre disponible. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager ce moment avec toi. Moi aussi, Robin. Et puis on va en prendre un deuxième. Je pense qu'on va manger ensemble, on va se faire un bon bon petit... T'as raté le sport par contre. Putain, T'avais sport, mais... je me prépare mon truc lavé que je mets dans mon frigo, ça pourrit tout le le temps, sport quoi. avec nous, c'est pas gagné. Quoique si, j'aime bien le sport quand même. Bon, merci à tous d'avoir suivi. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, s'il vous plaît, pour nous aider à développer cette nouvelle chaîne. J'ambitionne des beaux projets et plus on aura de partage, plus on aura de vues, plus on pourra avoir aussi de nombreux invités pour vous partager le meilleur contenu possible. C'est nos ambitions. Merci d'avoir regardé ce podcast ou écouté, comme vous voulez. Et puis sinon, on se retrouve à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt les investisseurs. Ciao.